Bonjour, je suis Bénédicte Delelis. Je suis heureuse de vous rejoindre pour cette nouvelle saison de l'émission Lumière intérieure. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Jérôme de Verdière. Bonjour Jérôme. C'est moi qui ai la joie d'être reçu par vous. Merci Je crois que c'est beaucoup. votre première, c'est ça? Exactement, merci J'espère que je vais d'avoir pris vous ce porter risque. chance. Ah ben non, j'espère que je vais vous porter chance. Merci de N'hésitez tout pas à cœur. m'engueuler si je parle trop, je parle pas assez. C'est vous la maîtresse du jeu. Hein. Merci de tout cœur. Je me plie. Merci, on est très heureux de vous recevoir. Et moi, je suis très heureux d'être ici parce qu'en plus, c'est une émission. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui disent ça et c'est pas vrai, mais moi, c'est vrai que je regarde de temps en temps suivant les personnalités. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à certains de vos collaborateurs. Et j'ai même appris des choses sur des invités dont je suis le copain ou l'ami. Donc, je suis très content d'être là. Et ben, je suis sûre qu'on apprendra beaucoup de choses sur vous aujourd'hui. J'espère. Est-ce que ce sera passionnant? C'est autre chose. Mais... Ça, on verra. Donc, vous êtes animateur de télévision depuis des années dans cette célèbre revue de presse dans Paris Et Première. oui, ça fait 18, 19 ans, je ne sais même plus. Ouais, Ouais. c'est 18 ou 19 ans. Ouais. 2007 la première. Ouais. 2007 et on est en 2025. Et le succès de cette émission, c'est un peu l'humour. Ah bah c'est une émission humoristique, ouais. C'est une émission humoristique, mais c'est vrai que j'aime bien dire que on est vraiment. Je crois que ce que les téléspectateurs aiment dans cette émission, c'est que c'est une bande de copains. Ça se voit quand c'est pas. Vous savez, il y a beaucoup de talk-shows. Où c'est des bandes un peu constituées, c'est un peu un truc de casting, quoi. Donc voilà. Là, c'est pas le cas, on s'entend bien, on est vraiment très copains. Ils sont tous, mes camarades là, sont tous très différents les uns des autres. Il y a un esprit quand même commun, c'est de se moquer un peu de tout. Ouais. Mais sans, comment dire, sans agressivité, enfin, je sais pas, non, agressivité, c'est pas le bon terme, mais en fait, on se prend pas au sérieux. Et je crois que pour se moquer des autres, pour se moquer d'autrui, il faut commencer par se moquer de soi-même. Et on se moque beaucoup de nous-mêmes. vous-même. Donc ça donne un esprit, ce qu'on peut appeler un esprit potache. Et puis c'est des gens cultivés. Ça compte un peu les gens cultivés. Donc on peut parler de slip de bain, vous voyez, mais on peut aussi parler de Louis XI. C'est possible, quoi. Et alors, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes auteur. Vous avez écrit des pièces de théâtre, Ouais. Un banc pour deux, Les égoïstes anonymes, Tout à fait. et puis aussi des romans, Et La le Quai Robe. aux Olives, qui est avec deux de mes camarades d'ailleurs, qui vient de finir, là, ça a été un gros succès, avec Bernard Mabille et Philippe Chevalier. Et ça a été tourné partout en France, ça a très très bien marché. Et effectivement, maintenant trois romans. Ouais. La Robe, Mauvaise Mère Ouais. et maintenant Corvette. Corvette, dont on va parler plus longuement en deuxième partie de cette émission. Avec plaisir. Mais je pense que les spectateurs auront envie de vous interroger sur votre vie à vous. Et au fond, est-ce que si votre métier c'est l'humour, est-ce que vous êtes toujours drôle? Est-ce que vous avez ça dans Oui, le c'est sang? ça. Est-ce que quand vous Je étiez me petit, lève, vous étiez hilarant? Pas du tout, pas du tout, du tout. Non, moi je rajoute un peu, mais je dis souvent, je suis assez sinistre, hein, moi, dans la vie. En vrai, je suis assez sinistre. Ah oui. Non, le rire, d'abord, il y a une forme de politesse. Ah oui. Parce que je pense que c'est assez poli de rire. De montrer, mais non, je ne suis pas drôle tout le temps, loin de là. Je peux être profondément... je peux être sinistre, je peux être très dépressif, je peux être... Ça se voit pas, là, mais j'ai pas pris de médicaments. Hein, non, je suis pas... Non, c'est pas de... Mais en fait, le truc, l'humour, chez moi, c'est venu quand j'étais enfant. C'était un peu bizarre parce que j'avais tous les 10. J'étais dyslexique, je suis toujours d'ailleurs. Dysorthographique, dyscalculique, dyspraxique, voilà. J'étais un peu dans mon monde. J'aimais pas beaucoup l'enfance. J'étais dans un milieu très privilégié. Tout se passait bien. Hein, j'avais tout pour être heureux, mais j'ai pas aimé l'enfance. J'aimais pas ça. Et surtout, j'étais dans une famille nombreuse et le petit dernier de la famille nombreuse. Donc, vous savez, c'est le fameux truc. Ma mère me disait tout le temps, j'étais là à table, on était 7 autour de la table, du coup, mes 2 parents, mes 4 frères et sœurs, et j'étais toujours à côté d'elle, ma maman, et je lui tirais comme ça sur la manche pour lui raconter des trucs qui n'avaient effectivement à peu près aucun intérêt quand vous avez
c'est plus intéressant un gamin de 17 ans qui vous raconte je sais pas quoi. Voilà, en plus, c'est des familles nombreuses, donc il y en a un qui a envie de se suicider. Alors, on dit, non, mais finis ton dessert, puis tu te suicideras après. Enfin, voilà, il y avait une. Et moi, j'étais là un peu, voilà. Et un peu dans mon coin, quoi. Et l'humour, c'est vrai que, en fait, je regardais beaucoup la télé, énormément la télé. Et je regardais le Bébé de Show. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'après, j'ai travaillé avec des gens qui ont fait le Bébé de Show. Ah. Et je ne comprenais pas tout, évidemment, à ce qui se disait, puisque je commençais à comprendre un peu la politique, mais j'avais 6-7 ans, quoi. Mais surtout, j'imitais comme... c'était Jean Roucas qui imitait à l'époque, qui faisait les marionnettes, donc imitait Chirac, etc. Et quand je faisais ça, forcément, un gamin, je faisais mal, évidemment, mais un gamin de 6 ans ou 7 ans... qui fait... vous voyez, c'était ça mes imitations quand même. Ouais. Appelez-moi Dieu, machin. Le fait qu'un gamin de 7 ans imite Mitterrand, c'était ou Chirac ou Marchais ou je sais pas quoi, ça faisait rire les gens. Et là, je me suis dit, c'est vrai que probablement j'avais besoin un peu de faire j'existe, je suis là, d'attirer l'attention. Et je me suis aperçu que le rire, on arrive quand même à se faire remarquer joyeusement, agréablement, j'allais dire. Donc peut-être que ça vient un peu de là. La naissance d'une vocation, à table, au milieu de la famille. Peut-être, ouais, peut-être. C'est joli. Ouais. Et vous dites que c'est une politesse ? Ah oui, rire, c'est une politesse. Donc pour l'interlocuteur, pour le mettre à l'aise, pour le mettre en valeur ? Pour le mettre à l'aise, le mettre en valeur, pas toujours. Oui. Mais non, mais c'est surtout une politesse parce que... Alors là, il y a le côté dépressif qui arrive. La vie est effrayante. Ah oui. C'est pas drôle du tout, la vie. Enfin, on sait comment ça se finit. Je ne vais pas spoiler ce qu'on va dire sur Corvette, mais on sait comment ça se termine. Enfin, c'est pas drôle, la vie, c'est pas drôle. Donc, il faut quand même, d'abord, pour soi-même, il faut survivre, donc il faut rire. Parce que sinon c'est effrayant, quoi. C'est comme la fin de Marcel Pagnol, là. La toute fin, la vie est des grands chagrins et des... petite joie, il ne faut pas trop le dire aux enfants. C'est quoi la citation exacte de Marcel Pagnol ? Oui, je sais. Alors, je la connais pas par cœur, mais... Il ne faut pas dire aux petits-enfants le profond chagrin. Ouais, alors le problème, c'est que moi, enfant, je le savais déjà. Ouais. Et je le savais presque plus, d'ailleurs, que maintenant. Et j'étais vraiment sinistre. Hein, et j'étais pas très heureux, moi. Et donc... Oui, il faut rire un peu de tout ça, parce que sinon c'est effrayant. Et puis pour les autres, ouais. Vous savez, c'est la fameuse phrase, et même si on joue un rôle, hein, comment ça va ? Bon, heureusement, la plupart des gens, ils répondent très bien. D'abord parce qu'on sait que c'est un peu une phrase passe-partout. En fait, les gens n'ont pas très envie de répondre vraiment. Mais non, mais surtout les gens qui vous posent la question n'ont pas très envie que vous leur disiez ça va pas du tout. Là, donc il y a une forme de politesse en disant tout va bien. Alors que probablement tout va mal. Alors, pas le faire tout le temps, il ne faudrait pas le faire tout le temps. Moi, les gens joyeux du matin au soir, c'est épouvantable aussi. Il ne faut pas être joyeux du matin au soir. Enfin, faut pas, on fait ce qu'on veut, mais quelqu'un de joyeux du matin au soir, c'est très dur. Hein. Mais du coup, ça m'intrigue parce qu'il y a une forme de distance du rire. Mais du coup, est-ce qu'on est un peu comme spectateur de sa propre vie et de la vie des autres quand on est avec cette distance du rire sur le monde ? Ah, ça, c'est très juste ce que vous dites. C'est que... J'ai un camarade que vous devez connaître qui s'appelle Pascal Praud et souvent j'ai parlé de ça avec lui et un jour il m'a dit cette phrase très juste, il m'a dit tous les gens intelligents ne sont pas drôles mais tous les gens qui ont de l'humour sont intelligents. Et pourquoi en fait ? Tout simplement parce que l'humour c'est une prise de distance, c'est un recul. D'abord pour pas tous se prendre en pleine poire, ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis il y a aussi le côté, observer un peu les choses. Et quand on observe les choses, on voit évidemment le tragique, mais on voit le comique aussi. On voit le comique et c'est aussi une mise à distance de nous-mêmes. Moi, avec moi, la plupart du temps, je suis malheureusement très premier degré. Hein. Mais quand j'arrive, souvent grâce aux autres, par exemple grâce à ma femme, elle y arrive très bien. Elle arrive très bien grosso modo, à me dire mais t'es ridicule. Ouais. Il faut quelqu'un d'autre pour prendre de la distance sur soi-même. T'es ridicule, arrête d'être dans le machin. Souvent je m'énerve sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et je suis là en boucle. Et elle me dit mais
du coup, ça m'aide à prendre de la distance. Et effectivement, je suis ridicule, mais c'est drôle, en fait. Et est-ce que rire, c'est forcément se moquer? Comment, vous voyez, est-ce qu'on peut avoir un rire tendre, ou est-ce qu'un rire, quelquefois, Je crois ironique au et fond, sardonique? Pas sardonique, moqueur, mais moi, moqueur, c'est pas mal, moi, je trouve. Quand quelqu'un... Par exemple, alors, il faut faire attention. Moi, parfois, je ne fais pas assez attention aux autres. Parce que je considère que si moi, je trouve ça drôle, l'autre va trouver ça drôle aussi. Ben non, parfois, l'autre ne trouve pas ça drôle. Et parfois, je ne fais pas assez attention à ça. Je me moque des gens et je touche tellement juste que en fait, c'est pas drôle. Donc là, il faut faire attention à ça. Mais oui, c'est un peu toujours se moquer, mais aux gens qui parfois prennent mal ce truc, j'ai tendance à me justifier, à m'expliquer et à dire, tu sais, en même temps, si je me permets de me moquer, je pense qu'on se moque que de ce qu'on aime, j'allais dire. Oui. C'est pour qu'on a de la tendresse, finalement. Ouais. Je crois qu'on est bien plus fort quand on a de la tendresse, y compris dans l'humour, y compris en se moquant, hein, que quand... c'est pour ça que l'humour, ce que j'appelle l'humour méchant, ça veut rien dire, mais l'humour, c'est pas fait pour faire mal. Voilà. Alors justement, vous avez fait... Ça fait parfois mal, mais c'est pas fait pour faire mal. C'est pas fait pour ça. Alors vous avez fait quelque chose de périlleux, donc, qui nous permet d'ouvrir cette deuxième partie d'émission, c'est de parler de la mort dans votre ouvrage Corvette. Alors vous avez dû essayer d'en rire, mais honnêtement, c'est quand même assez sérieux. Et alors, est-ce que vous avez osé rire de la mort? Je ne sais pas. Disons que Corvette, ça commence comme une pièce de boulevard. Et ça se termine comme une tragédie scorsésienne. Ouais, voilà. Et c'était ce que je voulais faire. En fait, l'idée, parce que pour raconter, pour pitcher, comme on dit en bon français, le livre, c'est un personnage qui s'appelle Jacques Bios, qui a 60 ans. Bios, déjà rien que le nom était éloquent, évidemment. Était un peu choisi, parce que Bios, c'est évidemment la vie. Et donc, il a 60 ans, il est marié, il a... Ouais, j'allais dire c'est un type normal, ça ne veut rien dire, mais il a une vie normale, il dirige une concession, la plus grande concession de Mercedes pour l'Île-de-France. Voilà, il a une vie un peu normale, un peu classique, et il va apprendre donc une maladie de dégénérescence. Qu'il a une maladie incurable. Et que la moyenne de vie, c'est 5 ans, et surtout, la fin, c'est vraiment... Il y a une dégénérescence, c'est vraiment pas gai. Et il va décider de passer par l'euthanasie. En fait, il va vouloir... C'est vrai qu'on se dit, c'est drôle, là. Sujet le plus drôle de l'année 2025. Et en fait... et puis, il va 3 mois avant que cette euthanasie se passe, en fait, il va, sans prévenir personne, il va quitter. Il va partir en Écosse, puis à Saint-Tropez, puis à Monaco. Enfin, ce qui pose diverses questions sur la fuite, exactement. La liberté. Et quand il revient, là, c'est là où... il va falloir y passer, et là il y a un coup de théâtre. Enfin bref, et là je ne raconte pas tout. Mais en fait, l'idée de ce roman, je discutais un jour il y a quelques années avec une amie, et puis et on parlait, on se disait, tiens, une question, j'imagine, il y a plein de gens qui se sont posés cette question-là. Qu'est-ce qu'on ferait si, je sais pas, je dis n'importe quoi, on est le 9 février, le 12 avril, à 11h, on est mort, on le sait. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? C'est son cas, parce que lui connaît sa date. Forcément. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste avec les siens? Est-ce qu'on est sur KTO? Est-ce qu'on est en prière avec ce qui va nous occuper un peu après? Je ne sais pas, en fait. J'en sais rien. On vous posera peut-être la question. J'en sais rien. Est-ce qu'on fait tout ce qu'on n'a pas pu faire? Y compris, on peut... Vous savez que vous allez mourir, vous pouvez aller faire un casse. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis bon, là, on discute de ça, et puis au bout d'un moment, je lui dis, de toute façon, heureusement, personne ne connaît la date et l'heure de sa mort. Et après coup, j'ai réfléchi, j'ai dit, si, il y a des gens qui connaissent. C'est ceux qui font ce choix. Parce que même les condamnés à mort ne la connaissent pas. Parce que le condamné à mort, on vient le réveiller un matin, mais la veille, il ne sait pas que c'est ce jour-là. Et ce qui est une autre torture d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, il ne le sait pas. Donc les seuls, c'est les gens qui vont pratiquer ce qu'on appelle l'euthanasie ou le suicide assisté, etc.
Et comme ce thème-là de l'euthanasie, parce que je suis quelqu'un de très positif, m'a toujours fasciné. Et m'a fasciné notamment, il y a une vingtaine d'années, j'avais vu un documentaire. J'étais tombé par hasard sur ce documentaire, ça se passait en Suisse, où il y a une loi depuis longtemps. Et où on suivait un homme qui avait une tumeur au cerveau, mais qui n'était pas du tout dans un état lamentable. Et on le suivait du moment où il prenait la décision jusqu'à la piqûre fatale. Et j'étais ressorti de la vision à la fois effrayé, ému, mais j'avais ri aussi pendant le documentaire, parce que tout d'un coup, on se rend compte de choses. C'est un sujet qui est... On parle toujours du débat public, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, etc. Alors du coup, d'ailleurs, on sent bien que c'est ça ce que vous avez voulu faire, de nous mettre dans cette ambiance, de savoir l'heure de la mort de ceux. Et ce qui va nous permettre peut-être de passer à la seconde partie de cette émission, pour vous entendre davantage sur ce sujet qui nous intrigue beaucoup. On va vous donner donc 4 mots, vous allez être tout seul avec ces mots. Et vous ne serez plus là? Non. Vous partez? Je pars. Mais c'est seul? Oui, seul avec vous-même. Oh, ça va être horrible. On va s'ennuyer. Et donc, on va vous donner ces 4 mots et vous allez avoir le loisir de nous raconter ce que ces 4 mots vous inspirent. À tout de suite. À tout de suite. Jérôme de Verdière, est-ce que vous vous sentez bien? C'est étrange comme sensation. Finalement, quand on est seul avec soi-même, on est... Mais là, j'entends des voix, je suis dans donc la vôtre en l'occurrence. Ah, ça aurait été mieux celle de Dieu. En attendant... vous êtes l'enfant de Dieu, vous savez. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors voilà le premier mot que l'enfant de Dieu va vous donner. Ce premier mot, c'est sens. Sens. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Vous voyez, j'ai tendance à regarder le ciel du coup. J'ai aucun sens de l'orientation. Est-ce que tout ceci a du sens? Est-ce que la vie a du sens? J'imagine que c'est là où vous voulez m'emmener, je ne sais pas. Le sens, c'est un mot... D'ailleurs, c'est assez effrayant comme mot, finalement, ce qu'il comporte. Est-ce que tout ça a un sens? Je crois pas que tout ça ait vraiment un sens. Et peut-être qu'on passe sa vie justement à essayer de trouver un sens à tout ça, et qu'il y a peut-être un moment où on se rend compte que ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc ça peut être à la fois totalement déprimant, mais en même temps assez enfin, réjouissant, c'est peut-être pas le mot, mais... Finalement, c'est peut-être ça la sérénité, c'est quand on commence à se dire que tout ça n'a pas de sens, mais c'est pas très grave. C'est marrant parce que c'est ça ce qui m'avait intrigué dans votre héros là de Corvette, parce que à un moment on sent bien, il dit, il apprend donc qu'il va mourir, ce Jacques, et puis tout à coup il dit, la vie, je réalise qu'elle n'avait pas de sens, et c'est assez étonnant. Parce qu'on a envie de lui demander, mais du coup de vous demander, ça n'avait pas de sens alors d'avoir un job chez Mercedes, une femme et des enfants, ça n'avait pas de sens? C'est-à-dire que parfois quand on affronte, donc là c'est la mort, voilà, c'est le truc, j'allais dire le pire, enfin le truc ultime à affronter. Je pense qu'il y a un peu de réaction. C'est parfois justement de se dire... ouais, tout ça avait un sens. Si j'en suis là, c'est pour ça, etc. Mais je pense que ça, c'est un peu une vue de l'esprit. Je crois que c'est ceux qui ne sont pas arrivés à ça. Et je crois que la plupart, non, justement, se rendent compte que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens de mourir, hein. Mais ça n'a pas beaucoup de sens... Le type totalement déprimé. Mais ça n'a pas beaucoup de sens je crois que je lis beaucoup trop Cioran. Mais ça n'a pas de... Il y a une phrase de Cioran que j'adore, mais alors moi elle me fait rire, hein, parce que c'est la phrase la plus déprimante du monde, mais c'est espérer, c'est démentir l'avenir. Et moi ça me fait rire, mais parce que c'est tellement affreux que ça finit par me faire rire. Démentir l'avenir qui est la mort, c'est ça que vous voulez dire? Non, démentir l'avenir, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'espérer, puisqu'on sera toujours déçu, quoi. C'est affreusement la désillusion. C'est affreux, hein. Mais je suis affreux. Mais moi, je vous dis, ça me fait rire. Mais on peut en tirer aussi. Il y a un philosophe qui est mort, que j'ai découvert d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Clément Rosset. Et j'encourage tous les téléspectateurs à lire du Clément Rosset, qui est... alors si j'ai bien
tout compris. J'ai lu un peu de Clément Rosset, justement. Et justement, qui dit qu'on peut... Il est très Schopenhauerien, lui, à la base. Et donc, voilà, pas le truc le plus réjouissant. Mais il dit justement qu'une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que ça n'avait plus beaucoup de sens, une fois qu'on a compris que... on n'avait pas grand-chose... C'est à ce moment-là, justement, on peut commencer, non pas à être heureux, parce que moi, je ne crois pas beaucoup au bonheur et au malheur, mais on peut commencer à être joyeux et peut-être même satisfait. Peut-être que la satisfaction, c'est ça, justement. Enfin, on prend les choses telles qu'elles sont et on essaye de voir ce qui est joyeux. Moi, je ne crois pas au bonheur et au malheur, je crois à la joie et à la tristesse. Ouais. On peut être joyeux, on peut être triste. Je crois pas, ça veut pas dire grand-chose pour moi, le bonheur. Moi, je connais des gens qui ont, sur le papier, tout pour être heureux. Ils sont privilégiés, en bonne santé, sentimentalement, je sais pas, familialement stable, enfin, tout ce qu'on veut. Et pourtant, visiblement, ils n'ont pas l'air heureux. Et je connais des gens vraiment, j'allais dire justement, sur leur lit de mort ou presque, qui avaient l'air d'être heureux. Donc je ne crois pas trop à ces notions de bonheur et de malheur. Je crois à la notion de joie et de tristesse. Et vous trouvez que aimer n'a plus de sens quand on va mourir, par exemple? Non, si. Alors justement, c'est marrant parce que quand j'ai vu ce mot, j'ai failli commencer par ça. Et puis je me suis dit que ça allait être trop positif. Ah oui. Non, j'allais dire, peut-être que le seul... La seule chose qui a un sens mais ça fait un peu neuneux, c'est pour ça que j'hésite parfois, mais je crois que c'est vrai, c'est l'amour. Je crois que c'est la seule chose qui a un sens. Alors quand je dis que ça a un sens, c'est la mystique de l'amour. Je crois que c'est le seul truc où on peut se dire... ça vaut encore le coup, ouais. Ça vaut encore la peine. Je crois que c'est la seule chose. Et pourtant, votre héros part au bout du monde pour éviter d'aimer sa femme. C'est très déroutant. Oui, alors d'abord il est perdu et justement parce que pour en revenir sur l'histoire, évidemment quand il apprend notamment à sa femme qu'il va se faire euthanasier, elle est épouvantée, quoi. Elle n'a pas du tout envie parce qu'elle aime son mari et lui aime sa femme, je pense, mais les réactions de sa femme vont le déstabiliser. Qui sont très compréhensibles. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour le personnage. J'ai de l'affection pour tous les personnages d'ailleurs, mais à un moment donné, c'est vrai en fait, il espère des choses qui ne viendront pas, mais qui ne viendront pas. Enfin, je suis pas très clair, mais si, je comprends bien. Du coup, ça lui fait trop mal et il préfère s'enfuir. Ouais, il y a de ça. Et puis, en fait, bizarrement, alors que c'est lui qui a choisi de mourir. Je crois qu'il fuit ce moment-là, et puis on ne va pas raconter, mais après, l'histoire va prouver qu'il y avait un côté, aussi bizarre que ça puisse paraître, il veut mourir, mais il essaye d'échapper. Évidemment, ça ne marche pas, c'est pas parce qu'on va à Monaco ça marchera, on n'échappera pas à ce truc-là, mais je pense qu'il veut échapper à cette mort qu'il a. Alors ça nous permet de passer au second mot, et comme second mot, j'ai pensé à fragilité. Ah, c'est marrant parce que je ne sais plus du tout pourquoi. Je pensais à ça hier dans mon train. Ça n'a aucun intérêt ce que je viens de dire. Mais fragilité, ouais. Et non, parce que si, je sais pourquoi. Parce que j'entendais une interview de quelqu'un et qui parlait justement. Et puis vous savez, il y a la notion de. Bon, c'était une interview un peu sur ce qu'est un homme au sens masculin du terme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup la notion de c'est bien, quoi. Les hommes sont fragiles, la fragilité des hommes, et c'est très reconnu. C'est vrai d'ailleurs, les hommes comme les femmes, enfin, un être humain est extrêmement fragile, mais ce truc qui est vanté, la fragilité qui est vantée, je suis pas totalement d'accord avec ça. Aujourd'hui, montre ta fragilité, etc. Tu trouves que c'est une forme de faiblesse ? Non, je dirais pas une forme de faiblesse, c'est qu'on est suffisamment fragile. On sait que tout le monde est très fragile. Tout le monde est très fragile. Personne qui est... Et à l'inverse de la fragilité, c'est la solidité, je crois. Et la solidité, et aujourd'hui, ce que je ne suis pas, je ne me mets pas dans cette catégorie-là, je n'ai pas cette prétention-là,
Mais c'est pas mal d'être solide aussi, je trouve. Quelqu'un de solide. Moi, j'ai l'image, alors ça c'est mon côté un peu réac, mais j'ai l'image de Lino Ventura qui me vient en tête. Solide, quoi. Mais tout Lino Ventura qu'il était, il avait de grandes fragilités aussi. Et ça se voit, on le sait. Mais quelqu'un qui... faut pas forcément cultiver sa fragilité. Oui, je vois. Voilà. En tout cas, votre livre, et tout à l'heure ce que vous disiez, pose la question de ceux qui accompagnent les gens fragiles, comme ce Jacques qui se retrouve d'un seul coup fragile, en fait. Ouais. Et vos accompagnants, pour lesquels vous avez dit que vous aviez de la tendresse, la femme et les enfants de cet homme-là, en fait, sont très, très, très maladroits vis-à-vis de cette fragilité. Mais on est toujours maladroit dans ces cas-là. Je pense qu'on a tous été plus ou moins... dans cette situation-là, d'aider quelqu'un, un parent, quelqu'un qui est ou un ami, qui est très malade, et puis on est tous très maladroits, très maladroits. De quoi est-ce qu'on a besoin quand on est fragile ? Bah, c'est ça qui est compliqué, c'est que, vous savez, c'est le fameux truc, vous avez quelqu'un qui est malade, qui a une maladie sérieuse. Parfois, voilà, vous allez être très... Alors, comment ça va ? Comment ça va aujourd'hui ? Tu vas bien ? Ça va énerver la personne. À un moment donné, ça va l'énerver. Et il va vous dire, ça va, arrête de me reparler de ça, quoi. C'est bon, quoi. Donc il va y avoir une forme d'hostilité alors que vous voulez aider. Voilà. Et puis à côté de ça, du coup, vous vous dites, du coup, je vais plus en parler, etc. Et puis vous apprenez 3 mois après, quand ça va mieux d'ailleurs, que la personne vous dit, ou 6 mois après ou 1 an après, vous dit, tu te rends compte que tu me disais rien, je crois qu'on est toujours un peu à côté de la plaque, mais c'est normal, je crois que c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais c'est vrai que le truc enfin, je ne vais pas raconter ma vie privée, mais il y a aussi... bon, bref, en ce moment, je m'occupe beaucoup de quelqu'un c'est ma mère, pour tout dire, et qui est dans une position de grande fragilité. Et c'est très dur, il y a beaucoup de choses vraiment pas réjouissantes, des trucs... mais il y a quand même dans ces espaces-là, et c'est peut-être ça, on parlait de l'amour, enfin, ça fait vraiment neuneux, hein, mais dans ces espaces-là, il y a des petites choses qui sont très... Par exemple, alors c'est très impudique, on parlait de pudeur tout à l'heure. Pardon, je vais être très impudique et très impoli, mais juste une anecdote, ma mère, donc, qui n'a, on va dire, pour aller très très vite, qui n'a plus toute sa tête maintenant, et quand elle me raccompagne, elle tient toujours à me raccompagner avec quelqu'un, évidemment, à ma voiture, et alors que, bon, elle est plus vraiment avec nous, et là, quand elle me dit au revoir, elle me prend, je vais essayer de pas toucher le micro, elle me prend mon col comme ça, elle le remet comme ça, comme une maman fait avec son gamin qui est... Bon, c'est un petit truc. Alors, oui, c'est un peu... ouais, j'alterne entre le type horrible et le type un peu neuneux, mais oui, c'est un petit moment... Vivre ces moments-là, c'est pas mal quand même de vivre ces moments-là. Dans ces moments où finalement... il n'y a plus que l'extrême tendresse auprès de ceux qui nous aiment et qui sont un souffle. Oui, j'aime beaucoup ce mot, la tendresse, justement. La tendresse, j'aime beaucoup ce mot, la tendresse. Ça, c'est... Parce que, j'allais dire, c'est un mot... Et puis, on peut être tendre avec plein de gens. On devrait être plus tendre, voilà. Et je me mets dans le lot, hein. On devrait être plus tendre avec les gens, avec les choses, avec les situations, avec tout. On devrait être... Enfin, en tout cas, il faut pas hésiter. La tendresse, c'est plutôt pas mal, la tendresse. En tout cas, c'est ce que m'inspire ce geste délicieux de votre maman avec votre chemise, qui est vraiment l'expression même de la tendresse. Moi, je trouve. Alors, oui. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Hein. Juste, elle se dit, qu'est-ce que c'est que ce col débile. Alors, le prochain mot, c'est peur. Qu'est-ce que vous inspire ce mot peur ? Non, vous voulez vraiment que la peur... la peur, ouais.
Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression de ne pas avoir très peur dans la vie. J'ai pas peur de grand chose, je crois. Si j'ai peur pour mes enfants, voilà. J'ai peur pour mes enfants. C'est la seule chose. J'ai peur pour mes enfants. J'ai pas. Est-ce que j'ai. Oh, si, bah non, mais j'ai des peurs évidemment comme tout le monde, mais vraiment ouais, peur pour mes enfants. Mais sinon, j'ai pas peur de grand chose. Mais j'ai peur. Alors, c'est vraiment, on est en plein dedans. Hein. Mais depuis que j'ai 3 ans, j'ai peur de ma mort. Ah oui. J'ai vraiment peur de ma mort depuis que j'ai 3 ans. 3 ans. Ah oui. Du plus loin que je me souvienne, j'étais. Mais vraiment, hein, j'étais bizarre, hein, moi, quand j'étais petit, mais j'avais un peu 80 ans quand j'avais 3 ans dans ma tête. Mais j'ai peur de ma mort. Et en plus, c'est effroyablement égotique parce que j'ai plus peur de ma mort que de la mort des autres. Ah oui. Ce qui est horrible, hein. Mais j'avoue. Et vous avez peur de quoi? De la solitude, de la mort? Je crois que j'ai peur de ce qu'il y a après, ou plutôt de ce qu'il n'y a pas après. Je crois que c'est ça. Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup soigné, c'est l'anesthésie générale. J'ai eu ma première anesthésie générale il y a 6 ou 7 ans, donc tard. Et je me suis dit, ça doit être ça la mort, c'est pas grave en fait. On ne pense à rien, on ne rêve de rien. C'est 5, 4, 3, 2, 1, il n'y a plus rien. Et les réveils de l'anesthésie générale, je suis fou de joie. Mais vraiment, je réclame maintenant des anesthésies générales. La joie de se réveiller, la joie de renaître, de redécouvrir. Ah, je suis en vie. Parce qu'en fait, j'adore la vie. Et donc, la peur, c'est la peur que la vie s'arrête, tout simplement. Hein. Ah, mais donc si tout à coup, après l'anesthésie générale du moment de la mort, il y avait une renaissance et une nouvelle vie, et voilà, là, vous seriez assez content finalement. C'est pour ça que, et on est ici à KTO, oui. Et c'est pour ça que moi je suis catholique, en tout cas j'ai été baptisé, je suis dans une famille catholique pratiquante, je ne suis plus, je l'ai été quand j'étais enfant de fait, j'allais dire, mais je ne suis plus pratiquant, et je crois pouvoir dire aujourd'hui que je suis agnostique en fait. Je ne me pose pas tellement la question de l'existence de Dieu, c'est-à-dire de l'existence de l'après. Parce qu'en fait, je ne le saurais jamais. Donc j'ai réglé cette question. Autant la question des évangiles, etc., me passionne et a encore une actualité, autant la question de l'existence de Dieu est très intéressante, évidemment, mais je m'en suis un peu débarrassé. Et donc c'est vrai que forcément étant catholique l'après existe quoi, et je crois que je peux pas m'empêcher de dire que c'est un peu bas de plaf ce que je vais dire, mais c'est un peu trop beau pour être vrai quoi. Et puis aussi que finalement c'est pas tellement ça c'est pas tellement en tout cas dans la religion catholique, mais je crois dans les 3 religions monothéistes, c'est pas tellement ça le plus important en réalité. Et dans la religion catholique, le plus important, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'amour. C'est la mystique. Et ça, alors la mystique, c'est dans les 3 religions. C'est-à-dire que je crois qu'un monde sans... vous voyez, c'est pas le non-croyant, parce que je ne peux pas dire que je suis non-croyant, c'est l'incroyant, j'allais dire, qui dit ça, mais un monde sans croyance, c'est pas possible, je crois. Et d'ailleurs, dans Corvette, il y a un moment donné, le héros principal, il rencontre... Alors, c'est une scène un peu... Je parlais de Scorsese tout à l'heure, là, ce serait plutôt du Paolo Sorrentino. Le héros est là, il est au bord d'une piscine dans un palace à Monaco, et il rencontre une espèce de playboy, un type qui a un physique italien magnifique, il est jeune, il est beau, il va s'avérer être curé, cet homme-là. Et donc, il se confie à lui, et il lui explique qu'il a une maladie, qui est incurable et qui ne peut pas, il va pas s'en sortir, et qu'il a choisi donc de se faire euthanasier. Et là, le prêtre, plutôt que de dire oui, la religion est opposée à ça, etc. Non, il lui dit un truc, et là, je suis d'accord avec le prêtre. Il dit un truc, il lui dit mais vous ne croyez pas au miracle? Et là, le Jacques en question, donc le personnage principal, dit dans mon cas, il n'y a pas de miracle. Et le prêtre lui répond un monde sans miracle est un monde qui va mal. Et je crois qu'un monde sans miracle est un monde qui va mal. C'est-à-dire sans cette possibilité du miracle.
Et je me demande, vous avez parlé des évangiles, Jérôme de Verdière, et je me demande si dans ces évangiles-là, il n'y a pas l'histoire d'un homme qui revient du royaume des morts. Un homme qui précisément revient et semble dire qu'il y a un endormissement peut-être, comme vous décriviez avec votre anesthésie générale, mais qu'au réveil, on se réveille. Oui, mais alors ça, c'est la partie des... Bon, d'ailleurs, c'est pas que dans les évangiles. Là, pour le coup, c'est fondamental y compris dans l'Ancien Testament, mais c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Mais oui, mais c'est très intriguant parce que justement, vous êtes ce petit garçon de 3 ans terrifié par la mort et quelqu'un revient d'entre les morts et vous ne le regardez pas. Oui, mais parce que j'ai une petite tendance, je vous dis, à me dire, j'y crois pas trop, quoi. Ah, j'y crois pas trop. En revanche, je crois en... C'est idiot ce que je vais dire, je crois en Jésus. Évidemment que Jésus existait, mais ça tout le monde le sait, sa parole, dans les évangiles, c'est tout le reste qui est... C'est quand il s'occupe de la vie, quoi. Là, parce que là, pour le coup, je peux constater que c'est vrai. Je vois très bien que c'est vrai. La plupart des choses enfin, la plupart, c'est tout ce qu'il dit est vrai. Difficile à atteindre, mais tout ce qu'il dit... Et donc, vous vous arrêtez où? Vous vous arrêtez où? C'est-à-dire? Dans l'évangile, à quel moment du récit vous arrêtez-vous en disant là, je peux plus croire que c'est vrai? Non, je m'arrête jamais, mais après, j'en tire des choses ou pas, quoi, mais j'arrête jamais. Moi, et ça me plaît aussi, hein, ce récit. Je vous dis, la mystique me plaît. Le mystérieux, le mystère, voilà, le mystère de la foi. Cela est juste et bon. Le mystère de la foi me plaît. Je suis content que ça existe. Mais personnellement, j'ai du mal à le vivre. Mais ça me plaît que ça existe, en tout cas. Mais après, ce que je peux vivre... Alors malheureusement, je suis souvent un très mauvais élève par rapport au message des évangiles, mais ça, je peux le vivre, je peux l'appliquer, quoi. Mais en tout cas, certainement, Jésus applique cela parce qu'il y voit un sens. Aimer la vie, chérir la vie, guérir les malades, tout ce qui vous plaît dans sa vie, il le fait parce que ça a un sens à ses yeux. Ouais, mais moi, je trouve que dans le message, on est très... Alors après, je suis pas un théologiste, hein, donc on dit comme ça, ouais, théologue ou théologiste? Je crois qu'on dit théologien. Théologien, un théologien. Mais on peut essayer de dire théologiste aujourd'hui. Le type écrit des livres, il ne sait même pas parler français. Un théologien, voilà. Donc, voilà, mais de ce que... Moi, ce que j'aime dans la figure de Jésus, moi j'aime beaucoup Jésus, en fait, il me plaît bien. Mon préféré, c'est Joseph, quand même. Mais j'aime beaucoup Jésus. Et, parce qu'il est à la fois... Il est très exigeant, très, très exigeant. Il se la raconte un peu de temps en temps, hein, quand même. Il est un peu sûr de lui, quand même. Quand, par exemple? Quand est-ce qu'il est sûr de lui? Il les engueule, hein, souvent. Ah oui. Ah, il les engueule. Hein, il a du tempérament. Il a un tempérament. Mais il a un côté qui me plaît beaucoup, c'est un insoumis. Alors, c'est bizarre. Hein. Par définition, il est soumis à son père. Mais c'est un insoumis. Et ça, j'aime bien... Je ne parle pas de politique, là. J'aime bien ce truc de... C'est un insoumis. C'est un peu un révolutionnaire, quand même. Il bouscule les choses, quoi. Tout en gardant ce truc d'amour. C'est-à-dire qu'il va secouer quelqu'un, mais il va y avoir un amour absolu pour cette personne. Il va pouvoir dire à quelqu'un... Enfin, c'est pas comme ça qu'il s'exprime, mais t'es horrible, ce que tu fais, c'est horrible, etc. Je t'aime. Et ça, vous sentez cet amour-là pour vous? C'est-à-dire, est-ce que moi je suis capable de ça, ou est-ce qu'on... il y a des gens qui sont capables de ça, et je les en remercie avec moi. Mais est-ce que cet amour de Jésus qui dit « je t'aime », vous l'avez senti pour vous? Oui, enfin... Pour moi, il n'est plus là, si vous voulez, il a existé. Donc c'est plutôt, je vois que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, surtout ce qu'il a dit, ce que sont les hommes, en fait, les hommes avec un grand H, ce que sont les êtres humains, je vois qu'il y a plein de gens qui sont capables de ça. Moi, je ne suis pas sûr d'être toujours capable de ça, mais je vois qu'il y a plein de gens qui sont capables de ça. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est vrai que souvent, et d'ailleurs, alors là, je vais vous dire dans les 3 religions, souvent, je m'aperçois, Dieu sait que les religions ont pu et peuvent encore provoquer
le pire, vraiment le pire. Mais je sais aussi que souvent les gens qui ont cette espèce d'amour, ce sont des religieux aussi. Et c'est vrai, faut le reconnaître. C'est vrai que c'est aussi le cas. Et là, je mets ma religion, c'est le catholicisme, mais je mets les 3 religions dans le lot, parce que j'ai vu des juifs, des musulmans, des chrétiens, enfin ceux qui sont capables de faire ça, c'est-à-dire de bousculer les gens tout en leur disant je t'aime et je t'aime absolument. C'est souvent, pas toujours, il y a aussi je connais des athées qui peuvent être comme ça, mais c'est quand même souvent des gens qui sont religieux. Ouais. Alors on va regarder dans la prochaine émission si vous faites ça, les bousculer en leur disant je t'aime. On va regarder avec grand intérêt. Il nous arrive de nous moquer, mais ça c'est très sain, de nous moquer c'est le cas de le dire, c'est très sain, de nous moquer heureusement, de nous moquer des religions, c'est-à-dire de nous-mêmes, parce qu'on est tous, de toute façon on vient tous de là, je veux dire, et même les gens qui sont athées viennent de là. Alors ça va nous permettre de passer au dernier mot, et ce dernier mot, il est quand même joli, il est plus gai que peur, rassurez-vous, et c'est espérance. Espérance. Mais je suis obligé de reciter du Sioran. Espérer, c'est démentir l'avenir. Ah non, parce que vous n'avez pas le droit, vous l'avez déjà dit. En revanche, vous pouvez peut-être parler du prêtre de votre livre. Oui, c'est ça. Et lui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un peu du mal avec ce mot-là, parce que je pense que on espère toujours un peu en vain, mais c'est marrant parce que dans votre... Je suis content que ça existe, il faut que ça existe, quoi. Il faut que ça existe. On peut pas... Par exemple, je pense que là, je vais un peu faire mon Houellebecq, mais avec moins de talent que lui, mais là, dans la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire la société occidentale, qui est quand même une société extrêmement matérialiste et de plus en plus matérialiste. Ce qui est gommé, c'est, disons l'espérance, disons le miracle, disons le mystère. C'est gommé, de plus en plus c'est gommé. Et je pense que ça manque. Donc, même si on n'y croit pas, il faut qu'on puisse quand même avoir que ça existe quand même, qu'on sache que ça existe, et même parfois qu'on sache qu'il y ait des gens qui... Vous savez, c'est le fameux truc où justement, quand... je sais pas, mais à ma mère, par exemple, je lui disais souvent, quand elle allait à l'église, parce qu'elle allait à la messe tous les dimanches, elle est le samedi d'ailleurs, mais peu importe, tous les dimanches, et je lui disais, pour me marrer, pour me moquer d'elle, je lui disais, tu feras une prière pour moi. Et alors c'était pour me marrer, elle m'engueulait d'ailleurs. Mais elle l'a certainement fait. Elle l'a certainement fait. Derrière cette blague, je crois que moi je ne prie pas parce que je ne crois pas tellement à la prière, mais j'étais content, je crois, que quelqu'un prie pour moi. Ouais, je crois que j'étais content. Et qu'est-ce que c'est prier ? Ah, là, je reste sec. Là, vous m'avez eu. Là. Qu'est-ce que c'est prier ? Je trouvais, quand j'étais petit, on me faisait faire la prière. Je trouvais ça ridicule. Je vais vous dire, je suis honnête. Se mettre à genoux, les mains comme ça. Alors, en plus, on me disait toujours, ne réclame rien. Ah oui, à quoi ça sert, quoi. On me disait, tu ne réclames rien, tu pries pour les autres. Tu ne réclames rien pour toi, tu pries pour les autres. C'est agréable. Mais donc, le cérémonial de la prière, je trouvais ça un peu... qui est nécessaire, mais je trouvais ça un peu ridicule. Mais est-ce que c'est donc, pas... Non, je crois que c'est tout simplement prier, c'est faire attention à l'autre, je sais pas. Ouais, peut-être faire attention à l'autre, penser à l'autre. Faire attention à Dieu Si elle allait à l'église pour prier, c'est peut-être qu'elle faisait attention à Dieu. Je sens que là, je sais pas. Je suis évangélisé en direct. Penser à Dieu, oui, mais Dieu s'est fait homme. Donc je pense que Dieu, il est partout. Voilà, donc je vais pas penser à l'espèce d'entité comme ça. Je vais penser, mais on en revient toujours. Mais c'est pour ça que j'aime bien Jésus, l'amour, l'amour.
Ouais. Merci beaucoup, Jérôme de Verdière. C'est moi qui vous remercie. Et ben voilà, cette deuxième partie se conclut. C'est étonnant, hein, vous m'avez eu là. Hein. Alors, comment était ce moment? Pardon. Vous êtes tout étourdi? Un peu, ouais. C'est curieux. Hein. Ça marche bien, votre truc, là. Déjà, le procédé... Non, ça marche bien. Hein. Mais ça fait un peu... J'ai un peu l'impression d'avoir été... Non pas au confessionnal, pas du tout, mais en psychanalyse. Vous voyez, ah oui. En analyse. Et c'est... Non, c'est bravo, parce que c'est... Alors après, on se dit... Je me suis trop lâché, quoi. J'ai trop dit des choses. Mais c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a dérouté? Le premier, en tout cas, sens. Sens, ça m'a dérouté, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est marrant parce que je me suis, tout en vous parlant, et donc probablement en racontant n'importe quoi, mais je me disais... Je crois que ça allait très bien. Bravo à vous, parce que finalement, c'est peut-être ça, en fait, et je ne me l'étais jamais figuré. Peut-être que je passe ma vie à essayer de chercher du sens et que j'en trouve pas. C'est pas grave, d'ailleurs, hein. C'est peut-être ça, mais je ne m'étais jamais posé la question. Alors, c'est comme quand, d'ailleurs, souvent les écrivains, c'est ça, on ne sait pas ce qu'on écrit. Mais vraiment, hein, on ne sait pas ce qu'on écrit. Souvent, c'est les autres qui nous renseignent sur ce qu'on... tu voulais dire ça? Non, enfin, je sais pas. Si. Ma femme me dit toujours, tu ne comprends rien à ce que tu écris. Mais là, je ne comprends rien à ce que j'écris. Donc, et sur le mot sens, vous m'avez sorti une phrase du livre que je ne connaissais... Enfin, je ne les connais pas toutes, c'est moi qui l'ai écrit, hein, mais je ne les connais pas toutes par cœur. Et la vie n'a aucun sens. Et souvent, je dis ça. Mais vous voyez, je me le figurais pas. Donc, bravo pour le choix des mots. Ouais. Mais à la fin, quand même, vous nous avez dit que l'amour avait un sens, même si vous trouviez ça un peu... Comment vous l'avez dit? C'est toujours un peu vous avez trouvé ça tarte à la crème? Finalement, ça n'allait peut-être pas tant que ça. C'est un peu... Ça n'allait peut-être pas tant que ça. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est la seule chose, en fait, qui a véritablement du sens. Ouais. Et quel est le mot que vous avez préféré? Peut-être celui-là, du coup. Du coup, le mot sens. Il vous a dérouté, mais vous l'avez bien aimé. Espérance, c'était le dernier. Sens, qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne sais même plus les autres. Vous voyez, fragilité. Fragilité, ouais. Et peur. Peur, vous n'étiez pas très content. Non, peur, vous avez dit que vous aviez peur pour vos enfants. Peur m'a fait peur. Mais non, le mot sens, il est pas mal. Parce qu'il est effrayant, le mot sens. Hein. C'est vrai qu'en plus, le truc, je continue dans la psychanalyse, le mec qui ne s'arrête plus dans sa psychanalyse, vous allez me jeter dehors en me disant... Mais vous me direz d'ailleurs combien je vous dois. On nous demande toujours... on nous demande toujours ça, quoi. Finalement, on nous demande toujours est-ce que ça a un sens? Mais il faut peut-être se laisser ça. Se laisser cette possibilité de se dire on passe sa vie à chercher du sens aux choses et on n'en trouve pas et c'est pas grave. Ouais. Et c'est pas mal comme ça, finalement. C'est marrant parce que votre curé, à la fin, il dit quand même une phrase jolie. Il dit « La mort a quelque chose à voir avec l'appel de Dieu ». C'est marrant ça, non? C'est Jérôme de Verdière à ce moment-là, le curé? C'est moi qui ai écrit ça. Vous êtes sûr que c'est moi qui ai écrit ça? Il dit la mort a quelque chose à voir avec l'appel de Dieu. J'y pense pour le sens. Mais vous voyez, parce que si la mort a quelque chose à voir avec l'appel de Dieu... Vous avez raison, mais c'est ce que je vous disais juste à l'instant. Je ne sais pas ce que j'écris. Je ne comprends rien à ce que j'écris. Oui, c'est évident, elle a toujours raison. Elle va être contente. À peu près. Mais je ne sais pas ce que j'écris. Mais vraiment, hein. Alors parfois aussi, les personnages, vous savez, moi je fais pas de plan, je commence avec... J'ai une idée de l'histoire, mais je fais pas de plan, je connais mes personnages, le prêtre en question, qui arrive... Il est sympathique, très sympathique, au bord de la piscine. Il est beau gosse en plus. J'ai pas regardé ça. Si, forcément, c'est fait pour. C'est un playboy quand même.
Admettons, c'est à la page 147, je dis n'importe quoi. Quand j'arrivais parce que moi j'écris dans l'ordre, d'ailleurs chronologique, quand j'arrive, je pense qu'il m'est apparu à l'esprit page 144. Vous voyez, donc donc les personnages, à un moment donné, ils ont presque une existence. Donc ils disent des choses comme ça. Il a dit des paroles de prêtre. Ouais. Mais c'est pas moi c'est pas moi. Alors c'est moi qui l'écris, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes laissé porter. Ouais. Et souvent, donc, je découvre des choses. Ouais. Moi, je suis sûre que les spectateurs de cette belle émission auront été autant touchés que moi par tout ce que vous nous avez dit. Et par le beau voyage que vous nous avez fait faire. J'espère que je ne les ai pas trop ennuyés, que je vous ai pas trop ennuyés. Pas du tout. On s'est laissé conduire. Merci beaucoup. Agréable. Et bravo pour cette première. C'est une première, vous avez été remarquable. Merci. Donc, Jérôme de Verdière, vous sortez votre livre bientôt, dans 15 jours, début octobre, aux éditions du Cherche Midi, Corvette. Absolument. Tout le monde se ruera pour aller le lire. Des centaines de millions, j'espère. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur ktotv.com et je vous dis à la semaine prochaine. Là, je pense que c'est bon.